Aujourd'hui, on est avec Hugo, que vous connaissez déjà peut-être, enfin pour certains. On va parler du coup de sécurité internet au quotidien. Donc cette visioconférence est réalisée en partenariat pardon, avec Home Transition et Adapsia et elle est financée par le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise. Donc merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous accueillir. Comme d'habitude, et je pense que la majorité d'entre vous le savent déjà, je serai un peu l'assistante d'Hugo tout au long de la conférence. Donc, si vous avez des questions, dans la mesure où on est très nombreux, on va quand même les conserver dans le chat, comme ça Hugo ne sera pas perturbé. Et puis moi, si jamais il y a des questions qui sont évidemment reliées à ce que dit Hugo dans l'instant T, je prendrai la peine de lui poser. Sinon, on gardera tout ça pour la fin de la conférence. On prendra évidemment un peu de temps comme d'habitude. Allez, au bas de l'écran, vous avez le lien d'inscription pour les prochaines visios, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à vous y inscrire peut-être même tout à l'heure après la visio, mais voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien maintenant, comme ça il sera ouvert sur votre ordinateur. Hugo, je vais vous laisser prendre le relais peut-être, enfin le contrôle du moins sur la présentation. Alors, on contrôle. Hop, Ça a l'air d'être bon. super, on est tout bon. Et Et je vous ben, laisse commencer. écoutez, on peut commencer. Bon, écoutez, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Hugo. Je travaille pour une association qui fait de l'inclusion numérique pour tous, particulièrement pour les plus de 50 ans, sur Grenoble. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité numérique, Internet au quotidien. Alors, vous allez voir que je vais essayer d'être concis, en 40 minutes cette fois-ci, un petit peu plus peut-être, avec les questions à la fin, mais on y reviendra. Nous allons parler des essentiels, les mots de passe, comment construire de bons mots de passe et aussi comment les retenir, quelles sont les petites astuces à connaître, comment reconnaître et déjouer des arnaques, d'accord, ce qui est en fait la menace principale dans notre vie numérique. Nous allons parler des virus. Souvent, c'est ce qui fait peur, mais en réalité, c'est peut-être ce que l'on rencontre le moins sur l'ordinateur. Nous allons donc parler aussi d'antivirus, d'accord? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut en acheter un, en installer? On parlera aussi des paiements sur internet, car souvent, c'est un terrain un petit peu glissant quand on n'a pas l'habitude, ça fait peur et donc on va voir tout ce qu'il faut connaître, les astuces pour pouvoir payer sur internet sereinement, si l'on veut, bien entendu, c'est pas une obligation. On a toujours le droit d'aller en magasin pour acheter des produits et rapidement, on finira sur des sites ressources, que ce soit pour, mieux comprendre, notre environnement numérique, et la sécurité donc, et aussi pour pouvoir, déclarer des arnaques ou des piratages. Alors, allons-y, rentrons dans le premier sujet, donc les mots de passe. Alors, les mots de passe, je vais prendre, vous allez voir, un parti un peu particulier. Je vais partir des techniques pour pirater des mots de passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger. Et vous allez voir que toutes ces petites astuces pour se protéger de ces techniques de piratage, à la fin, je résumerai les bons gestes et vous aurez tout compris. Parce que souvent, c'est vrai qu'on parle de mots de passe, on vous dit il faut tant de caractères, tant de complexité, mais pourquoi? Et du coup, c'est ce qu'on va voir maintenant. Une des premières techniques des pirates informatiques pour avoir vos mots de passe, c'est ce qu'on appelle la force brute, d'accord? C'est-à-dire qu'un ordinateur, une machine va essayer de trouver, alors au hasard, hein, comme si vous preniez l'alphabet A, B, C, D, E, F et vous essayez tout à la chaîne, de trouver votre mot de passe. Et pour éviter que ce soit trop facile, que la machine trouve trop rapidement le mot de passe, d'accord? Eh bien, la première sécurité, c'est toujours d'avoir un mot de passe long. Et quand on dit long, c'est 15 caractères, d'accord? Alors souvent on dit 12, mais en réalité, je préfère prévenir que guérir, surtout avec les intelligences artificielles qui se développent et qui vont se développer encore plus. Partez tout de suite sur un 15 caractères, comme ça vous serez tranquille pour les 5 prochaines années. D'accord? Je vous ai donné un exemple. Vous pouvez voir qu'à gauche, c'est un mauvais mot de passe, même s'il semble complexe, hein, peu de caractères. Et à droite, il est bien meilleur, parce qu'il dépasse les 15 caractères. Donc ça, c'est une des premières choses à faire. La deuxième technique pour attaquer un mot de passe, c'est ce qu'on appelle l'attaque par dictionnaire. L'attaque par dictionnaire, en quoi est-ce que ça consiste? C'est qu'au lieu d'essayer bêtement ABCD, 1, 2, 3, 4 et d'essayer de tout faire sans logique, les pirates développent un algorithme qui va essayer de se mettre dans la tête des gens et de faire le plus simple, c'est-à-dire des mots que l'on utilise. Donc, si c'est des pirates français qui piratent en France, on va utiliser les mots du dictionnaire français.
Et ce qu'on se doute souvent, c'est qu'on va utiliser des phrases pour facilement les retenir ou des dates de naissance, bien entendu, des prénoms, des choses qui sont communs à se souvenir, d'accord? Donc, pour se protéger de ça, et là, je suis désolé, j'apporte un peu des mauvaises nouvelles pour l'instant, c'est qu'au lieu d'avoir un mot de passe, même s'il est long et facile à relire, comme dans mon exemple, au clair de la lune, 38, parce que vous imaginez bien que quand la machine a trouvé au clair 2, logiquement, la lune vient tout seul, hein. Et surtout que le piratage de mots de passe, c'est un petit peu contre-intuitif. On peut trouver des morceaux par-ci, par-là, et après, on n'a plus qu'à. C'est comme une sorte de puzzle à trous, vous voyez. Donc, une fois qu'on a quelques pièces, on peut vite deviner ce que c'est. Donc, au clair de la lune à gauche, très mauvais. On peut tout de suite deviner ce que ça va donner, même s'il y a un 38 à la fin. Et à droite, vous remarquerez que c'est exactement le même mot de passe, sauf qu'il est parfaitement mélangé. C'est ce qu'on appelle avoir une forte entropie, c'est-à-dire un hasard, que même un humain n'a pas décidé. Là, pour le coup, j'ai demandé à une machine de créer ce hasard. Parce que nous, c'est vrai que notre cerveau est bien fait, mais malheureusement, on a tendance à trier et classer les éléments. Et par exemple, très souvent, les gens, quand ils créent des mots de passe, et c'est peut-être votre cas, mettent des majuscules au début, de la ponctuation à la fin, parce que c'est notre façon d'écrire. Et du coup, même si le mot de passe ne veut rien dire, souvent, c'est ce qu'on fait. Et ça, les algorithmes le savent très bien. Donc, une deuxième technique pour créer de bons mots de passe, c'est de mélanger les caractères. D'accord. Alors déjà là, on a un bon mot de passe. Vous avez vu, L8EANLD, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est par contre compliqué à retenir. Mais c'est plutôt un bon mot de passe. Là, attention, j'apporte encore des mauvaises nouvelles. Vous allez voir, il va y en avoir des bonnes à la fin. Souvent aussi, même si nous avons un bon mot de passe, qui est robuste, qui est long et qui est complexe, on s'est embêté à le retenir, eh bien, automatiquement, nous allons utiliser ce même mot de passe dans tous nos comptes en ligne. Comme on peut voir à gauche, d'accord? Vous avez vu que si on regarde le petit pouce vers le bas, j'ai utilisé presque le même mot de passe pour le site de la SNCF, pour le site de la Poste, pour la VOD, donc Netflix par exemple, la NTS. Et j'ai pensé être malin en ajoutant à la fin quelques caractères. Vous avez vu en me disant, comme ça j'ai un mot de passe principal, et après, les petits caractères qui restent sont en rapport avec le site internet. Vous avez vu que par exemple pour la SNCF, les 2 derniers caractères, c'est SN. Pour la Poste, c'est LAP. Et la NTS, c'est ANT. Et du coup, il suffit de reconnaître un bon mot de passe, puis après de rajouter quelques caractères. Malheureusement, ça ne fonctionne vraiment pas bien. Pourquoi? Eh bien, les pirates informatiques peuvent, et d'ailleurs c'est très souvent ce qui se fait, non pas pirater des particuliers, mais des entreprises qui, eux, ont tous les mots de passe dans leur base de données. C'est-à-dire que votre mot de passe peut, comme celui que j'ai souligné en rouge à gauche, Netflix, partir dans la nature. C'est-à-dire qu'il est connu par tous, enfin, disons par tous les pirates. Et qu'est-ce que fait du coup l'algorithme qui va essayer de craquer vos mots de passe? Il va prendre ce mot de passe-là en particulier, d'accord? Et il va essayer d'extrapoler sur vos autres comptes internet. Et vous imaginez bien que si vous n'aviez qu'une serrure chez vous, et une serrure presque la même sur votre voiture, et presque la même dans votre garage, et presque la même dans votre boîte aux lettres, si je sais ça et que j'ai déjà 80% de votre clé, j'ai plus que 20% à chercher partout. Et du coup, en réalité, c'est très facile de trouver en fait la solution aux autres mots de passe. Et donc c'est pour ça qu'on demande, les autorités de sécurité nous disent, et elles ont raison, d'avoir des mots de passe différents, parfaitement différents pour chaque compte internet. Alors ça, c'est pas anecdotique, hein. Moi, j'ai une collègue à moi, ça lui est arrivé. Elle avait des mots de passe similaires sur différents comptes qui n'avaient rien à voir et qui s'est fait pirater comme ça. Et réellement, voilà, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut des mots de passe différents pour chaque compte. Il faut que les mots de passe soient longs et complexes. La deuxième possibilité, plus rare, et c'est la dernière, hein, c'est ce qu'on appelle les enregistreurs de frappe. Alors là, c'est un petit peu différent. Pour trouver le mot de passe, on ne va pas essayer de le pirater de façon classique, on va dire ça. C'est plutôt que vous allez attraper un virus sur votre ordinateur ou un logiciel malveillant. Et ce logiciel va essayer de vous espionner sur l'ordinateur
C'est plutôt rare, hein, attention, mais ça existe, va essayer de vous espionner pour essayer de voir quand est-ce que vous tapez vos mots de passe. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas besoin de le trouver, de le crocheter si vous préférez. Il y a juste besoin d'écouter, de voir. Et là, on va pouvoir connaître votre mot de passe. Pour éviter ça, bien entendu, il faut avoir un antivirus sur votre ordinateur, on en reparlera plus tard, garder son système d'exploitation, donc Windows 10, macOS, Linux, à jour, d'accord, pour qu'il ait connaissance des dernières menaces, des derniers virus qui existent. Et ça vous permet de vous protéger de cette menace-là. Vous avez vu, on n'est même plus dans la création de mots de passe, on est vraiment dans la machine, comment la protéger. Donc, si on résume les mots de passe, parce que du coup, là, je vous ai donné des informations un petit peu détaillées pour pourquoi est-ce qu'on fait des mots de passe de cette façon. Si on doit résumer les mots de passe, il faut garder en tête 6 principes. Je vais me répéter, mais c'est important. Vous pourrez regarder cette slide plus tard, vous pourrez la noter d'ailleurs si vous voulez, parce que très sincèrement, ça fait partie des premières sécurités à avoir. Premier principe, c'est que votre mot de passe doit avoir des caractères différents. Alors ça, vous le savez, des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Point d'exclamation, point d'interrogation, point virgule, arrobase, ce que vous voulez. Donc ça, souvent, les sites officiels, même tous les sites, nous l'obligent. Le deuxième point, et c'est peut-être celui à retenir, car c'est plus important, c'est avoir à minima 15 caractères pour un mot de passe. Ce qui semble être long. Vous allez voir, je vais vous donner 2-3 techniques pour pouvoir créer facilement des mots de passe différents et faciles à retenir. 15 caractères, c'est le minimum. Enfin, c'est ce que je vous conseille. Vous faites ce que vous voulez après, bien entendu, mais ce que je vous conseille, c'est 15 caractères. Personnellement, moi, je suis plutôt autour de 20, ce qui est assez facile à faire, vous allez voir. Car en réalité, ce qui prime dans un mot de passe, au-delà de la complexité, au-delà d'avoir de l'illogique dedans, donc de l'entropie, c'est la longueur. La longueur du mot de passe, c'est ce qui va primer. Vous allez voir que même avec un mot de passe simple, entre guillemets, s'il est très long, c'est largement suffisant. On en reparlera un petit peu après. Donc, 15 caractères minimum. Puis la suite, bien entendu, ça aussi c'est essentiel, c'est très important, c'est d'avoir des mots de passe parfaitement différents pour tous les sites internet importants. Effectivement, si vous êtes sur des sites internet, comment dire, moins importants, un forum de cuisine, de bricolage, voilà, des choses où vous avez besoin de vous inscrire pour participer à des forums de discussion. Si vous vous faites pirater, c'est moins important. Et ce qui est important, par contre, c'est que ces mots de passe-là qui ont été trouvés ne soient pas similaires à des sites importants comme les impôts, comme votre boîte mail, ce qui est essentiel. Et voilà, il faut que les sites importants aient des mots de passe différents. Votre mot de passe, et ça semble en fait relativement logique, doit être bien entendu très différent de votre vie personnelle. Souvent, je fais un exercice dans mes cours, j'essaie de deviner les mots de passe des gens. Alors, j'ai un public qui tourne autour de 50-70 ans, et déjà, je peux essayer de deviner les prénoms qui sont dans les mots de passe, car très souvent, j'ai des prénoms dans les mots de passe, j'ai des dates de naissance qui vont avec ces prénoms. Alors, vous imaginez bien que quand j'ai un Yvette dans le mot de passe, la date de naissance tourne autour des années 50, parce que c'est la pure logique. Mais si moi je peux le faire, un algorithme le fera 1000 fois mieux. Donc, dans les mots de passe, on évite les dates de naissance, même à l'envers, même pas dans le bon sens. D'accord ? On évite bien entendu les prénoms, à part si ce sont des prénoms qui sont inventés de toutes pièces, mais du coup, là, c'est une invention. On évite les lieux, les adresses, d'accord ? On évite tout ce qui est, en fait, rattaché à quelque chose de facile à retenir pour soi-même. À retenir, si aujourd'hui, vous prenez une bonne décision, c'est de changer vos mots de passe. Ne changez pas tout d'un coup, changez le plus important, c'est votre boîte mail. Votre boîte mail, c'est le pivot qui vous permet de changer tous les autres mots de passe. Si vous perdez votre boîte mail à cause d'un piratage, eh bien, vous aurez un petit peu tout perdu. D'accord ? Donc, le mot de passe le plus important, c'est celui de la boîte email. Il faut qu'il soit extrêmement robuste. D'accord ? C'est ce qui vous protège en réalité. C'est la porte d'entrée pour tout refaire. Si vous perdez, oubliez, piratez, vous faites pirater votre boîte email, j'en vois régulièrement, c'est un calvaire pour revenir dans l'autre sens et des fois même c'est perdu. Donc,
votre boîte email, avoir un mot de passe robuste dessus, c'est essentiel. Surtout que c'est la première cible des pirates informatiques. Et on en reparlera un petit peu plus tard, vous verrez que dans ce qui suit, on développera un petit peu ce point, mais si vous avez la possibilité, si le site vous le propose, d'activer ce qu'on appelle la double identification, de par exemple vous faire reconnaître par le site grâce à votre téléphone portable, faites-le, car c'est une protection qui est pour l'instant excellente contre les pirates. C'est très compliqué de pirater le téléphone de quelqu'un dans moins de 10 minutes pour pouvoir authentifier de sa personne. Donc, vous verrez que la double identification, c'est un petit peu contraignant dans la vie de tous les jours parfois, mais c'est extrêmement efficace. Donc si on vous le propose, faites-le. Voilà. Hugo, Oui, Laure nous demande, donc elle nous donne une idée de mot oui. de passe. Et elle nous dit les arbres sont rouges, Sont point rouges. d'exclamation, avec un L apostrophe, un L majuscule, pardon, en tout début. Et elle nous demande ce qu'on en Alors, pense. alors, je suis désolé, Laure, c'est plutôt un mauvais mot de passe. Mm. Et les arbres sont. J'attends un adjectif à la fin. Alors, je peux essayer tous les adjectifs de la langue française. Il y en a beaucoup moins que d'autres mots. Et c'est une phrase. Les arbres, j'attends un verbe et un adjectif après. Donc, c'est une phrase. On va éviter les phrases complètes. Vous allez voir, je vais vous donner une astuce pour faire des bons mots de passe qui ressemblent un petit peu à ça, mais qui ne sont pas pareils. Alors, à la question, je vais y répondre maintenant parce que c'est pas dans la, pardon, dans la conférence. Quid des navigateurs qui proposent d'enregistrer les mots de passe? Est-ce que c'est fiable ou non? Je réponds à cette question-là. C'est une question de point de vue. Alors, le fait d'enregistrer vos mots de passe directement sur votre navigateur internet, Firefox, Edge, Chrome, ne pose pas réellement de problème de piratage. D'accord? C'est peu probable. Ça n'arrive pas tant que ça, statistiquement. Le seul souci, c'est que si vous perdez votre matériel, comme votre ordinateur ou votre téléphone portable, eh bien, là, la personne peut accéder relativement aisément à tous vos mots de passe. Donc, on n'est plus vraiment dans le piratage sur Internet, on est plus de si vous perdez votre ordinateur avec tous les mots de passe dedans, car c'est en local, hein, le navigateur enregistre les mots de passe en local, eh bien, vous n'avez plus le contrôle sur ces mots de passe parce que quelqu'un pourrait les trouver. Je vais être très franc, ça m'arrive très souvent d'aider des gens qui ont perdu leur mot de passe et d'aller fouiller dans le navigateur pour retrouver des mots de passe enregistrés. Voilà. Et donc, voilà. Moi, je l'utilise. Je le conseille pour les gens qui ont des problèmes à retenir ou qui ont besoin de facilité, en fait. Donc, il vaut mieux avoir des bons mots de passe enregistrés plutôt que des mauvais pas enregistrés, si vous préférez. Mais après, c'est à vous de choisir. À faire uniquement, je disais, sur les sites importants, les bons mots de passe, d'abord, oui, en priorité. Après, faites-le partout, c'est mieux. Mais oui, en priorité sur les sites importants. Votre boîte mail, tout d'abord. Alors, je vais vous donner 2 techniques pour créer des mots de passe. Il y en a une que je préfère à l'autre, mais alors ça, c'est personnel. Et puis, il y en a une troisième qui n'est pas écrite, mais que je vais vous donner. J'essaie de pas trop la diffuser parce qu'un jour, tout le monde le saura et ça ne servira plus à rien, mais je vous la donne quand même. La première technique, c'est la CNIL qui vous le propose. Donc, la CNIL, c'est un organe de l'État pour la sécurité informatique. C'est de sélectionner parmi une phrase, alors vous avez vu, c'est un peu contre-intuitif, mais vous allez voir, une phrase longue, de prendre les premières lettres de chaque mot en essayant d'y entrecaler des chiffres, des caractères spéciaux, des majuscules. Donc là, l'exemple que l'on a sur la slide, le gratin dauphinois, c'est forcément sans noix, mais avec beaucoup de patates. Voilà, c'est très local hein, comme phrase. Eh bien, je prends chaque début de lettre, chaque début de la lettre du mot, j'intervertis majuscules et minuscules, et vous allez voir que j'ai un mot de passe qui semble être sans logique, d'accord, pour un œil extérieur, même pour un algorithme, mais du coup qui est peut-être plus facile à retenir pour un humain. Il suffit de retenir la phrase, le gratin dauphinois, etc. Alors, cette technique fonctionne. Je trouve que ce n'est pas la plus simple à mettre en place, mais si vous avez une mémoire correcte, vous pouvez vous y entraîner. Sachez que c'est possible sur le site de la CNIL. Il y a un petit logiciel qui vous permet de mettre une phrase et d'avoir le résumé, comme on l'a sur la slide. La deuxième technique que je préfère, qui du coup contredit un petit peu ce que je dis avant, mais le compense, c'est d'avoir ce qu'on appelle la technique des mots hasard. Vous allez prendre une quantité énorme de mots que vous aimez bien, qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, d'accord? Et vous allez les coller les uns après les autres pour avoir un mot de passe qui semble simple,
mais sa longueur fait qu'il est extrêmement robuste. D'accord? Souvenez-vous, le plus important dans un mot de passe, c'est sa taille avant tout. Et alors là, vous voyez bien que frites, canard, bleu, noix, gym, diaper, jeunesse, 3 points d'exclamation. Il est extrêmement long et du coup, c'est extrêmement dur pour un logiciel de piratage, de craquage, de trouver ce mot de passe. Là, on a largement dépassé les 15, on doit être à 30, j'imagine, et donc ça fonctionne très bien. Vous pouvez ajouter à cette règle-là, et après je finirai sur les mots de passe, vous pouvez ajouter à cette règle-là des techniques mémotechniques. Alors, on l'avait déjà fait dans la conférence avant, mais je vais le refaire avec Chloé, si c'est possible. Ce que je vous propose, c'est souvent de prendre une pièce de la maison, une pièce, un endroit que vous connaissez bien, et d'utiliser en fait une sorte de cathédrale mentale, d'accord, un entonnoir. Vous allez prendre la pièce, un meuble ou un objet, et puis resserrer votre point de vue dessus. Et vous allez voir que ça va vous donner une suite de mots qui est facile à retenir parce que c'est chez vous et qui n'a pas réellement de sens. Est-ce que Chloé, on peut jouer le jeu? Oui. Très bien. Chloé, je vais vous demander de choisir une pièce chez vous. Cuisine. Cuisine, parfait. Est-ce qu'il y a un objet que vous aimez beaucoup dans cette cuisine? Ou un meuble, un tableau, une épice? Frigo? Frigo, très bien. Qu'est-ce que vous avez dans votre frigo tout le temps? Du lait d'amande. Très bien. Alors, je vais mettre amande, d'accord? OK. Est-ce que vous avez une marque préférée? Bjorg. Alors ça, je sais moins comment ça s'écrit. OK, très bien. Et vous très bien. Bon, c'est pas si mal. Très bien. Je vais mettre un point d'exclamation. Alors, je vous ai mis dans le chat le mot de passe que ça fait. Vous voyez que vous avez cuisine, frigo, amande, Bjorg. Les mots ont un petit peu un rapport au début ensemble. C'est pas optimal, mais je suis sûr que Chloé retiendra ce mot de passe assez facilement. C'est assez Mmh. personnel en réalité. On Ouais, aurait pu clairement. mettre la couleur du frigo. Ouais, on aurait pu mettre Ouais. une odeur, un souvenir. Donc ça, c'est une technique qui peut être intéressante pour retenir facilement. Nous sommes bien foutus, les humains, pour retenir des espaces. On est plutôt mauvais pour retenir des choses intangibles. Voilà, tout le monde a eu du mal à retenir une poésie écrite. Bon, ça dépend des gens, mais en général, retenir une pièce, même si vous y êtes allé que 2 fois, c'est assez facile. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser ça. Ça peut fonctionner parfaitement. L'intérêt, c'est que ce soit long. Vous voyez, cuisine, ça fait plus de 15 caractères. Cuisine, frigo, amande, Bjorg, ça fait plus de 15 caractères, très certainement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. On doit tomber à 20 et quelques. Donc, vous voyez, c'est largement suffisant pour faire un bon mot de passe. Vous pouvez prendre une pièce de la maison pour chaque mot de passe important, et déjà, vous en avez à minima 4 bons mots de passe faciles à retenir. D'accord? Vous pouvez prendre une maison de campagne, vous pouvez prendre le chemin que vous faites pour aller à la boulangerie, vous pouvez prendre votre tenue de mariage d'il y a 30 ans, de la tête aux pieds. Voilà, c'est tout à fait possible en fait. Trouvez des idées et vous allez voir que c'est assez facile. Alors, passons à ce que au détail auquel je voulais revenir, c'est la double identification, l'authentification multifacteur comme on l'appelle. C'est une sécurité qui est relativement essentielle. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. En gros, vous avez un mot de passe en tête. Je prends une boîte mail, par exemple. Vous avez besoin d'un mot de passe pour entrer dans votre boîte mail. Eh bien, même s'il se fait pirater, la boîte mail va vous demander de vous identifier avec quelque chose que vous possédez très souvent, comme un téléphone portable, un numéro de téléphone. Et alors ça met des vrais bâtons dans les roues pour les pirates, car ils vont devoir pirater votre téléphone, ce qui est, pour le coup, bien plus compliqué. Alors, n'imaginez pas que ce sont des gens qui sont, comment dire, têtus. Un pirate informatique, un programme informatique va au plus simple. Donc, parmi les 20 000 clients à pirater, si vous êtes celui qui est le plus compliqué, il ne va pas vous prendre. Donc, avoir une identification multifacteur, c'est très important. Vous pouvez, bien entendu, aller voir dans les options des sites. Souvent, ça peut être proposé sans vous le dire. Je prends un site comme, par exemple, je crois que c'est Amazon. Amazon vous propose l'authentification multifacteur, donc c'est un site de paiement qui souvent d'ailleurs enregistre votre carte bleue, donc c'est important d'avoir, si vous l'utilisez, hein, d'avoir un très bon mot de passe et d'avoir une authentification multifacteur avec votre téléphone. Et ben, il faut aller dans les options pour l'activer. Donc ça, c'est à vous d'aller fouiller un petit peu sur les sites que vous utilisez.
L'authentification multifacteur forte, c'est un petit peu le début, mais vous allez voir que ça va beaucoup se développer. Alors, surtout avec l'actualité, vous savez, tout ce qu'on appelle les deepfakes, les vidéos qui peuvent reprendre la tête des gens connus pour l'instant, les voix, etc. Bientôt, les mots de passe, j'en suis certain, vont demander toujours d'avoir autre chose pour prouver que c'est bien vous. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, vas-y, un petit peu schéma un peu complexe, hein. J'ai tenté quelque chose, on verra si c'est compréhensible, mais on a quelque chose que l'on connaît, donc des mots de passe, très souvent, enfin majoritairement, d'accord? Ou sur le téléphone, vous savez, vous avez les schémas aussi que vous pouvez dessiner sur l'écran. Donc c'est un mot de passe, mais sans lettres. C'est un mot de passe, de schéma, qui va toujours se combiner avec quelque chose que vous avez, par exemple un téléphone, donc vous allez devoir recevoir un SMS avec un code et le renseigner sur le site, ou même que vous êtes, par exemple, une empreinte digitale, beaucoup de téléphones le font maintenant, ou même, une reconnaissance, faciale qui s'est bien développé. À une époque, je trouvais ça un petit peu gadget. Maintenant, très sincèrement, ça s'est extrêmement bien développé. Et même si vous faites de la cuisine et que vous avez les doigts gras, l'empreinte digitale fonctionne plutôt bien. Et même la reconnaissance de visage marche plutôt efficacement, je trouve. Donc, c'est quelque chose qui va se développer. N'essayons pas de lutter contre, car vraiment, c'est une bonne technique. Ça protège extrêmement bien, je trouve. Enfin, c'est prouvé même. Surtout avec le téléphone pour l'instant. Ce qui nécessite bien sûr d'avoir un téléphone, très certainement un smartphone et de l'avoir avec soi. C'est par contre une contrainte effectivement. Voilà, pour les mots de passe, on a fait, le grand tour. Retenez, un mot de passe long et différent, c'est ce qu'il faut retenir. Parlons rapidement des arnaques. On l'avait déjà abordé, la dernière conférence avec moi sur le piratage. Je en reparle rapidement et vous allez voir que je vais prendre un sujet un peu plus détaillé sur les emails. Les arnaques, c'est la deuxième chose dont vous devriez vous préoccuper sur internet, car en réalité, ce n'est pas les virus qui viennent nous embêter réellement, c'est le fait de se faire embobiner. Les arnaques, elles sont reconnaissables assez facilement quand on commence à pointer du doigt les leviers pour vous faire, rentrer dans une histoire qui n'existe pas. La première et la plus importante, celle que vous devriez retenir, ce sont les urgences. S'il y a une notion d'urgence dans le message, le SMS, si j'en ai reçu un hier, tiens d'ailleurs, je vais le regarder pour vous montrer, une notion d'urgence dans ce que vous recevez, vous avez 48 heures pour faire quelque chose, c'est que c'est très certainement une arnaque. Donc là, vous avez le temps d'y réfléchir 2 à 3 fois. Si on vous met une pression d'autorité, encore, le commissariat vous appelle, vous envoie un mail pour vous dire que vous avez quelque chose de mal, vous n'avez pas payé votre amende de stationnement, eh bien, là aussi, souvent, ça peut être une arnaque. Souvent, quand les deux sont combinés, urgence et pression d'autorité. D'accord? Les autorités publiques en général ou les grandes institutions, les impôts, etc., n'ont jamais un discours alarmiste. Au contraire, sont plutôt assez neutres et vous demandent d'aller sur le site officiel, sur votre compte, pour aller lire les messages. Vous avez aussi, bien entendu, le fait de vous responsabiliser sur les actions de sécurité, par exemple votre compte bancaire, d'aller vérifier vous en vous connectant au lien qu'on vous propose dans le mail. Et c'est votre responsabilité d'aller faire cette démarche. Eh bien, ça aussi, c'est un des leviers qui fonctionne beaucoup. Vous avez la peur, bien entendu, mais tout ça, c'est englobé dans le reste, de perdre de l'argent, la peur de mal faire, la peur de ne pas être assez réactif, d'avoir loupé quelque chose. J'ai déjà vu des gens se faire arnaquer avec des fournisseurs d'accès internet, par exemple SFR, enfin pour de faux SFR, alors qu'ils n'étaient même pas chez SFR. Tellement ils avaient peur de mal faire qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils avaient. Donc ça aussi, dites-vous bien que le jour, où vous avez des impayés, que ça soit téléphonique, que ça soit, peu importe, vous n'aurez pas les huissiers à votre porte le lendemain. Si réellement un jour ça vous arrive d'avoir des impayés, vous verrez que ça prend 6 mois en moyenne. Donc vous avez le temps de réagir et encore, si vous payez dans les 6 mois, les huissiers ne viennent pas chez vous, vous emportez, le frigo de Chloé par exemple, avec du lait de soja dedans, non, du lait d'amande. Donc vous avez le temps. Prenez le temps, passez une nuit dessus, sur ce message, faites-le lire à d'autres. Vous verrez qu'en fait, vous allez tout de suite comprendre que la crainte qui vous entoure, qui vous englobe, qui vous empêche de réfléchir, en fait, elle est travaillée pour justement avoir ce but-là. Donc prenez le temps. Bien sûr, la confiance aussi, la confiance des institutions, la confiance des marques, fait que vous allez pouvoir plus vous faire avoir. D'accord ?
Et la fierté, c'est un moteur qui est un petit peu différent. Souvent, c'est la fierté d'avoir été ajouté sur un réseau social, la fierté d'avoir été dragué par mail, etc. Ou du coup, vous vous sentez un peu plus important, ou ça fait du bien aussi des fois. Et du coup, ça peut vous emmener dans des histoires qui n'existent pas. Donc ça, il faut s'en méfier. Un petit exemple classique que j'ai déjà utilisé, mais que je reprends, qui est intéressant, c'est une arnaque qui tourne encore d'ailleurs sur des délits pédopornographiques, exhibitionnistes. C'est un mail que vous recevez de la gendarmerie, qui bien sûr n'existe pas, et qui vous fait peur, donc d'abord en vous disant tous les méfaits que vous avez faits. On vous donne une pression d'autorité, on vous cite un article de loi qui, très certainement, j'espère, existe, et on vous met dans une situation d'urgence. Vous avez 48 heures pour vous présenter au commissariat ou envoyer un email. Bon, quand on y réfléchit rapidement, si vous avez fait tout ça, le commissariat ne vous envoie pas de mail, d'accord? On vous envoie les gendarmes tout de suite et c'est réglé. Mais voilà, ça fait partie des mécaniques classiques. La deuxième chose que vous pouvez regarder, donc pardon, que vous pouvez avoir aussi très souvent, ce sont donc des mails, d'accord? Vous avez les SMS, les mails, les appels téléphoniques, mais souvent les arnaques viennent par les mails. Et dans les mails, il y a quelques petites astuces qui peuvent déjà vous mettre sur la piste de l'arnaque. Alors, les fautes d'orthographe, souvent j'entends les fautes d'orthographe, sachez que les fautes d'orthographe, de moins en moins, si ce n'est plus du tout. Le style peut jouer des fois, on sent que le style est un peu, comment dire? Un petit peu flottant, mais l'orthographe un peu moins. Déjà, première chose, regardez l'expéditeur du mail. Alors des fois, c'est pas facile, hein. Des fois, l'expéditeur, ressemble énormément au vrai. Mais regardez l'expéditeur, là, vous avez vu par exemple sur cet exemple-là, l'expéditeur n'a aucun sens. Réellement, on sent que ça a été fait par une machine, c'est tout de suite une arnaque, on le voit au premier regard. Regardez aussi quel site, par quel biais, par quel site est envoyé le mail. Parce que alors ça, c'est un truc qui est un peu spécial. Si vous regardez l'expéditeur, des fois, vous voyez le via quel site ce mail a été envoyé. Et vous pouvez voir que là, le site en question, c'est pas du tout GLS, qui est un organisme de livraison, c'est bricole.wowater.com, qui n'a rien à voir avec GLS. Donc ça aussi peut vous mettre sur la piste, même si l'expéditeur semble être bon, regardez par quel site le mail a transité en réalité. Très souvent, ça n'a aucun rapport avec l'entreprise. Et la dernière astuce qui peut être intéressante, alors attention, des fois ça marche plus ou moins bien, mais en général ça fonctionne quand même, c'est de passer le curseur sur le lien internet qui vous est proposé dans le mail. Donc, alors c'est pas bien gros, hein, je suis désolé. Quand vous passez le curseur sur un lien, que ça soit d'ailleurs sur un navigateur internet ou sur votre boîte mail, eh bien, en bas à droite de votre écran, sur tous les navigateurs et tous les ordinateurs, avant de cliquer, vous allez avoir l'adresse internet sur laquelle vous allez aller. Et donc, si vous voyez que ce n'est pas la même adresse que ce qui est proposé dans le mail, eh bien, c'est que déjà, il y a anguille sous roche. Et vous allez voir que ça marche hyper bien parce que très souvent, on voit marqué, je ne sais pas, www.laposte.com, même si c'est marqué, si vous passez la souris dessus, vous lisez en bas à gauche et que ce n'est pas marqué www.laposte.com, mais que c'est marqué quelque chose de totalement différent, c'est que, très certainement, c'est une arnaque. Donc ça aussi, ça fait partie des petites astuces. Attention, ce n'est pas les seuls. Mettez tout dans l'image globale de la pression, de la peur, etc. Vous allez voir qu'une fois que vous prenez du recul, vous allez tout de suite voir qu'est-ce qui est une arnaque ou qu'est-ce qui n'en est pas. Sans transition, je vais essayer d'être un peu plus rapide. L'arnaque que je vois souvent, c'est une arnaque. Même si ça semble être du piratage, c'est une arnaque. C'est ce qu'on appelle l'arnaque de l'écran bleu. Alors, c'est un petit peu dur à dire. Vous êtes sur Internet, votre écran se fige, vous avez une sonnerie qui fait peur. On vous dit que vous êtes infecté par un virus et qu'il faut appeler le numéro de Microsoft ou de votre antivirus pour régler le problème. Vous allez appeler, vous allez tomber sur des gens plutôt sympathiques, très souvent avec un accent indien ou etc., mais pas que, et on va vous proposer de payer un logiciel pour résoudre ce problème. Sachez que c'est une pure arnaque. Si vous tombez sur un écran sur Internet qui vous bloque l'ordinateur en vous disant que vous avez un virus, eh ben, n'appelez pas, d'accord? N'appelez pas, éteignez votre ordinateur, rallumez-le et tout se passera bien. Il n'y aura pas de virus, d'accord? C'est juste une page internet qui se bloque, qui est codée de cette façon pour vous faire peur, mais vous n'avez rien à payer, il n'y a pas de virus, vous n'avez pas de problème en réalité, d'accord? Éteignez, rallumez l'ordinateur.
Parlons des virus et on finira là-dessus. Comment est-ce que l'on peut se protéger des virus? Alors, je redis, les virus, c'est pas votre première préoccupation. La première, c'est des bons mots de passe et après, ce sont les arnaques. Mais les virus existent et il faut quand même sortir couvert. Même si je vous dis que la grippe, c'est pas le plus grave, c'est quand même bien de mettre une veste en hiver pour sortir dehors. Si vous sortez torse nu en plein hiver, c'est comme avoir un ordinateur sans antivirus. Ça ne veut pas dire que vous allez attraper la grippe. C'est plus probable que vous allez attraper la grippe. C'est plus ça. Voilà. La probabilité est plus forte, bien plus forte même. Donc, première chose, évitez d'installer des logiciels piratés. On ne sait pas d'où est-ce que ça vient, on ne sait pas ce qu'il y a dedans en réalité. Et tout ce qui est téléchargement illégal, eh bien, ça amène des virus. Ça fait partie des pratiques qui vous donnent des virus sur ordinateur. Essayez, c'est pas facile, des fois de ne pas télécharger les pièces jointes qui viennent d'un destinataire inconnu. Si vous ne connaissez pas la personne, d'accord, ne téléchargez pas ce qu'on vous donne. Donc, le mail un peu étrange d'un tel qui, on a l'impression, s'est trompé de destinataire, qui vous propose de télécharger telle pièce, telle musique super, même si vous êtes curieux de nature, ne la téléchargez pas. Il y a peut-être un virus dedans. Peut-être qu'il s'est juste trompé. Mais dans le doute, on ne télécharge rien. Pareil, même logique hein, que ce qu'on a vu avant, tout ce qui est fenêtre, ce qu'on appelle pop-up, vous savez, qui vont venir arriver à votre visage sur Internet, ça se fait de plus en plus rare sur Internet, mais ça existe encore, qui vous invite à télécharger un logiciel, donc ça peut être un jeu, une application, un antivirus même, d'accord, qui vient sans aucune forme de procès. Ne téléchargez pas ce qu'on vous propose, bien sûr, c'est à vous de décider ce que vous téléchargez et c'est à vous de vous renseigner avant. Ne prenez pas la première chose que l'on vous propose. C'est très certainement un logiciel soit mal fait, soit qui va vous amener des embêtements. Alors, à la question de est-ce qu'il faut télécharger un antivirus spécifique? Est-ce qu'il faut en payer un? Alors, c'est à vous de voir, mais mon conseil, moi, ce que je vois avec tous les gens que j'accompagne et avec l'association, ce qu'on dit, que ce soit nos bénévoles ou nos adhérents, c'est que l'antivirus de base de votre Windows 10 et de votre Mac est largement, largement suffisant pour ce que vous faites. C'est comme dans la vraie vie. Vous n'avez pas besoin d'acheter une doudoune en plume d'oie à 600 € si vous n'allez pas monter le mont Everest. Si vous habitez tout simplement en ville et que vous baladez tous les jours, un bon anorak suffit. Le antivirus de base sur votre ordinateur, c'est l'anorak de tous les jours. Il est largement suffisant. Ne téléchargez pas d'antivirus gratuit, ça ne vous servira pas plus. Ça va vous faire plus peur en général parce qu'il va vous mettre la pression pour acheter la version payante. Et ne payez pas non plus un antivirus professionnel, ça va vous coûter cher pour très peu de bénéfices en réalité par rapport à ce que vous faites. Si votre quotidien comme moi sur internet, c'est d'envoyer des mails, aller prendre de l'information sur internet, vous n'aurez pas plus besoin que votre antivirus de base. Bien entendu, attention aux publicités qui vont s'afficher des antivirus que vous allez avoir téléchargés, puisqu'ils essaient toujours de vous vendre quelque chose. Vous imaginez bien qu'un vendeur de sonnettes, anti-voleurs, il arrive à votre porte, il va pas venir chez vous dire: «Oh oui, non, mais chez vous, il y a aucun risque». Il va vous dire: «Attention monsieur, la fenêtre, elle est mal fermée, la votre porte, on l'ouvre en 30 secondes». Il vous faut une sonnette anti-voleur. C'est pas du tout le terme, sonnette anti-voleur, mais une alarme, voilà. Les antivirus sont des marchands de protection, donc ils sont obligés de vous faire peur pour vous vendre des choses. Ne vous laissez pas avoir par le discours commercial. Franchement, vous n'en avez pas besoin. Gisèle, je garde votre question pour tout à l'heure. Que fait les mises à jour et en quoi c'est important de les faire? Quand on parle de l'antivirus de votre ordinateur, vous avez besoin de faire les mises à jour. Les mises à jour vont vous permettre, en plus d'ajouter des fonctionnalités qui des fois peuvent être d'ailleurs embêtantes, ça va vous permettre de faire des corrections de vulnérabilité, c'est-à-dire que votre ordinateur a des failles qui sont découvertes au fur et à mesure. La mise à jour va les colmater. Puis aussi, il va mettre à jour sa liste de virus connus pour mieux vous protéger. Donc, ça fait partie des bons gestes, mettre à jour son ordinateur, son téléphone portable, sa tablette, régulièrement quand on vous le propose. Vous avez le droit d'attendre un petit peu, bien entendu. Vous n'allez pas attraper des virus tout de suite, mais faites-le quand même, ne laissez pas traîner. Dans les sites intéressants et faciles à utiliser, vous avez les logiciels intéressants. Vous avez Malwarebytes, d'accord? Je vous ai mis le lien internet. C'est un logiciel qui n'est pas un antivirus en lui-même, d'accord?
utilisez uniquement la version payante, gratuite, excusez-moi, pas payante, surtout, ça vous servira à rien. La version gratuite est très bonne. Ça vous permet de détecter les malwares, donc c'est-à-dire les logiciels déjà installés sur votre ordinateur malveillants. FCQ, voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser de temps en temps, tous les 6 mois, faire un petit check-up de votre ordinateur pour vérifier que vous n'ayez pas un petit truc qui traîne. Et vous allez voir, vous allez être déçu. Hein. Souvent, l'ordinateur est plutôt propre. Il n'y a pas trop de virus, en fait. C'est des logiciels malveillants chez vous. Vous en avez un deuxième qui est fait par la même compagnie, qui a été racheté en réalité. C'est ADW Cleaner, qui permet en fait d'enlever tout ce qui est virus publicitaire sur votre navigateur, ce qui peut être intéressant. Aussi à utiliser, alors pour lui, pour le coup, il est complètement gratuit, donc ils ne vont pas vous embêter avec quoi que ce soit, vous pouvez l'utiliser pour faire un petit peu de nettoyage. Donc voilà, c'est les 2 logiciels que je conseille sur les antivirus. Pour répondre rapidement à Sylvie, F-Secure comme antivirus, eh ben, je ne connais pas du tout. Alors, j'espère qu'il est bon, oui, mais est-ce que réellement vous avez besoin de cette protection? Ça dépend de ce que vous faites sur Internet. Mais voilà, après, chacun fait comme il veut, bien entendu. Est-ce que Chloé, j'ai encore 10 minutes, 5 minutes? Je sais que je vais dépasser un petit peu, mais presque fini, je fais le paiement internet. Parfait. Oui. Parlons maintenant super. Parlons maintenant du paiement sur internet. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir payer, plus sereinement sur internet ou même pour passer le pas si vous voulez essayer. Je ne fais pas de, prosélytisme pour payer sur internet, hein. Continuez à aller, chez le libraire et au marché, hein, c'est très bien, mais des fois, il y a des produits que vous ne pouvez trouver qu'en ligne. Si vous devez payer sur internet, regardez sur quel site vous allez payer. En réalité, si vous payez sur un site internet qui est une franchise connue, un magasin connu, la Fnac, Boulanger, Darty, et j'en passe, vous avez aucune chance de vous faire avoir. Donc la réputation du site est hyper important quand vous payez sur internet. Si vous ne connaissez pas le site internet sur lequel vous avez trouvé le produit qui vous intéresse, faites une recherche internet. D'accord? Faites une recherche sur le site en question et vous allez tout de suite trouver votre réponse. Vous avez vu, vous tapez avis puis le nom du site, et vous allez tout de suite savoir si c'est une arnaque, si c'est un site correct, s'ils suivent les règles, et vous allez avoir déjà une bonne idée. Deuxièmement, bah, c'est exactement ce que je viens de dire en réalité, privilégiez les sites reconnus. La Fnac, Darty, bah, même on peut parler des grands sites américains, Amazon, etc. Ce sont des sites qui ont pignon sur rue. Leur but et leur boulot, c'est de vous faire des paiements sécurisés, d'accord? Très souvent avec des services après-vente, plutôt de bonne qualité, donc c'est comme aller acheter un produit dans un magasin, d'accord? Vous n'aurez pas plus de risques. Le seul risque, c'est d'avoir un produit qui ne vous sert pas ou qui n'est pas à votre, convenance, mais ça, c'est une autre histoire. Là, on est un petit peu dans le domaine de l'arnaque. Si vous voyez des prix très bas, alors souvent c'était le début d'internet, on avait cette impression que sur internet on pouvait faire des affaires. Si vous voyez des prix très, très bas, franchement, ça ressemble beaucoup à une arnaque. Les déstockages de masse, sur internet n'existent quasiment pas, hein, ne vous voilez pas la face. Donc, si vous voyez du 80-90 de déstockage, soit le produit, c'est pas celui qu'on vous vend exactement, soit carrément vous n'allez jamais le recevoir, donc méfiez-vous. Les produits peuvent être vaguement moins chers sur internet, mais on n'est plus dans les années 2000, 2010 où c'était moins cher sur internet pour de vrai. Maintenant, les prix sont presque raccords en magasin. Donc, vous allez faire des affaires un petit peu, mais pas, non plus des affaires folles, donc méfiez-vous. Il est déconseillé, bah, ça j'imagine qu'en général les gens ne le font pas trop, mais pourquoi pas? Il est quand même déconseillé d'enregistrer vos numéros de carte bancaire sur les sites internet. Je sais que par exemple Amazon le fait automatiquement, je crois. C'est déconseillé, ne le faites pas, d'accord? Le numéro de carte bancaire, c'est, le cas. Alors, je réponds tout de suite à la question de Pauline, parce que je la vois arriver. Le site AliExpress est-il fiable? Le site en lui-même est fiable. Les vendeurs sur AliExpress, ça, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus dur de connaître la qualité. Vous pouvez avoir des bonnes choses comme des mauvaises. Donc, en tout cas, pour revenir au numéro de carte bancaire, ça ne s'enregistre pas sur un site. Gardez votre numéro de carte bancaire secret et avec vous, que pour vous. Dernière et presque dernière chose et qui est extrêmement importante parce que souvent il y a une mauvaise compréhension, le petit cadenas qui s'affiche dans votre barre d'adresse sur votre navigateur internet est important, mais ne vous protège pas pour le coup de ce que vous pensez. Le petit cadenas qui s'affiche en haut, c'est une communication chiffrée entre votre ordinateur et le site internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez
donner de l'information, donc par exemple votre numéro de carte bancaire à la banque du site internet, d'accord? Eh bien, ce qui passe dans les tuyaux est chiffré. C'est-à-dire que si un pirate informatique écoute ce canal, il ne pourra rien comprendre. S'il n'y a pas le petit cadenas, c'est en clair, ça veut dire que si la personne se met au milieu de votre ordinateur et du site internet, le pirate, il pourra connaître tout de suite votre numéro de carte bancaire. Donc, c'est essentiel qu'il y ait le cadenas quand on fait un paiement. Mais le cadenas ne veut pas dire que le site est fiable. C'est tout à fait différent. Un cadenas, ça veut juste dire que la communication est chiffrée. Vous pouvez très bien avoir des sites peu fiables, pas fiables ou carrément d'arnaque avec un cadenas. Il n'existe pas de police internationale d'Internet qui va donner un gage de sûreté au site. Ça n'existe pas. Google le fait un peu, mais sinon, ce n'est pas quelque chose qui est récurrent. Donc, cadenas essentiel, mais attention, ça ne vous protège pas du reste. Petite astuce et la dernière, et après j'ai presque fini, je vous donne 3 sites. Si on n'est plus dans le numérique, mais je vous la donne quand même parce que j'ai tellement vu de gens se faire avoir à cause de ça et c'est dommage. Souvent à l'étranger d'ailleurs quand vous êtes en vacances. Sur votre carte bleue, vous avez ce qu'on appelle le cryptogramme. Vous savez, c'est les 3 petits numéros qui sont derrière votre carte bleue qui ne servent qu'à payer sur Internet. Ces 3 petits numéros sont essentiels, d'accord? C'est le dernier rempart qui vous protège d'un paiement sur Internet. Vous pouvez mettre une gommette dessus ou carrément les effacer et les retenir, car il existe une arnaque qui est extrêmement connue par les commerçants, c'est de noter, enregistrer, filmer les cartes bancaires sous le comptoir pour pouvoir réutiliser ces numéros-là pour payer sur Internet. Si vous avez une double identification avec votre téléphone, c'est plus dur, mais pour des petites sommes, ça fonctionne bien. Donc la gommette sur ces 3 petits numéros vous permettent en fait d'éviter cette arnaque. Très souvent, c'est des arnaques quand vous êtes à l'étranger, parce que quand vous êtes étranger dans un autre pays, vous avez du mal à interpeller le vendeur qui part avec votre carte bleue pendant 30 secondes derrière le comptoir pour faire on ne sait quoi. En France, ça se fait moins. Mais du coup, moi, j'ai connu dans mes cours des gens qui se sont fait avoir 30, 40 000 euros, qu'ils ont récupéré, mais c'est des belles sommes quand même, bon, qui ne regardaient pas beaucoup leur compte non plus. Mais voilà, donc ça permet d'éviter ces petits désagréments. Pour conclure, donc, quelques sites ressources. Vous avez le site Thésée, d'accord? Traitement anonymisé des enquêtes et signalements. C'est un site d'État, d'accord? C'est français, c'est le site de plainte en ligne, en fait, pour les arnaques. C'est intéressant de déclarer certaines arnaques. Ça permet, en fait, de vite faire remonter de l'information et de pouvoir faire de la prévention. Et voilà, si vous en avez la motivation, et c'est super de le faire de temps en temps sur certaines arnaques, de notifier les arnaques sur ce site. Si vous avez un doute aussi sur une arnaque, sur un mail, etc., vous pouvez appeler ce numéro. C'est un numéro vert et vous aurez un opérateur au bout du fil qui va vous guider pour vous dire est-ce que ça semble être une arnaque ou non, et qui fera des recherches à votre place aussi. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr, appelez ce numéro, ça coûte 0. Donc ça peut être une super idée. Bon, il ne faut pas vous faire arnaquer à payer 18h30, il faudra attendre le lendemain matin 9h. Mais vous pouvez le faire. Et le petit dernier, et bah je l'ai mis 2 fois. Bon bah voilà. Ah non, pardon, excusez-moi. Et le petit dernier, là on est dans les spams, qui n'est pas une arnaque. Les spams, c'est les messages récurrents, d'accord? Les indésirables en français. Vous pouvez Les indésirables, ce ne sont pas des virus, ce ne sont pas spécialement des arnaques, même si ça peut l'être. Si vous en avez marre d'avoir des indésirables sur votre boîte mail, vous pouvez les signaler, d'accord, sur Signal Spam, qui va pouvoir mettre des mesures en place sur les fournisseurs d'accès à Internet, entre autres, et les entreprises, pour éviter que ça arrive trop. Même si j'imagine que c'est voilà, c'est une petite vague dans l'océan, mais bon, c'est déjà ça. Voilà. À retenir donc, et j'ai fini la conférence, des mots de passe longs et différents, principal. Faites attention aux arnaques, d'accord? Et les antivirus, pas besoin de s'équiper de façon folle. Votre antivirus d'un ordinateur bien mis à jour suffit largement pour ce que vous voulez faire. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur les virus, qu'en réalité, un bon antivirus, ça suffit. Voilà, des mots de passe forts et faites attention aux arnaques. Voilà. Merci Hugo, merci beaucoup. On a eu pas mal de réactions. On va revenir aux questions du monde qu'on n'a pas pu aborder pendant la conférence. Je vais juste clôturer. Excusez-moi. Hop. Ça y est. Ah oui.
Donc, je vous mets comme d'habitude à l'écran le questionnaire de satisfaction que je vous invite du coup à, à consulter et voilà, à y répondre évidemment pour nous donner, enfin, nous faire un retour du moins sur ce que vous avez pensé de la conférence, enfin de cet atelier conférence, et nous dire si vous avez éventuellement d'autres thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde. On serait tous évidemment preneurs. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. C'est hyper important pour nous, pour nos financeurs, de savoir ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, vous étiez nombreux, donc ce serait bien qu'on puisse avoir un petit retour. Hop, je pense que je me suis fait doubler dans le chat. J'étais en train de... Non, mais ça y est. Donc, je vous mets le lien dans le chat également. À l'écran, vous avez du coup sur votre gauche la chaîne YouTube de Movadom sur laquelle vous pourrez retrouver le replay de ce visio. Et également sur la droite, le livre audio et le podcast Ça déménage, qui traite du coup évidemment du déménagement des seniors, qui est hyper intéressant et qui a été du coup écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Donc n'hésitez pas pareil à cliquer sur les liens et à les consulter. Pour vous inscrire au visio, c'est le lien qui est en bas de votre écran qui s'appelle movadom.evenbrite.com. Donc même chose, je vous le mets dans le chat comme ça, vous l'avez de façon constante. Et je remercie à nouveau du coup nos financeurs que sont le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter à contact@movadom.com. Et pareil pour les inscriptions, je vous mets le lien dans le chat, comme ça vous l'avez. Merci à tous pour votre participation et très belle journée.